fois. Donc, le moteur, donc je reprends juste un peu avant d'avancer arrêter sur le moteur asynchrone monophasé. Alors, j'avais expliqué la dernière fois le moteur asynchrone monophasé, donc, il est constitué donc d'un enroulement, donc un enroulement principal, et bon, on rajoute un enroulement auxiliaire. Bon, j'ai expliqué ici, donc voilà, donc là j'explique dans le cas idéal pour qu'on puisse avoir un champ tournant, comme dans le cas du triphasé, donc on peut avoir un moteur parfaitement diphasé, c'est-à-dire constitué de deux phases, spatialement disposées de 90 degrés, donc elles sont disposées dans le stator de telle manière que leur axe magnétique dans le stator soit déphasé de 90 degrés. Voilà. Donc, c'est ce qui indique donc, le déphasage spatial. Donc, on le voit ici. Donc, vous avez la FMM. Donc, pour 1, elle est distribuée sinusoïdalement donc, selon cos θ. Et la deuxième, elle est distribuée sinusoïdalement aussi, mais avec un décalage de π/2 par rapport à la première. Donc, décalage spatial. Et pour qu'on puisse, j'avais donc expliqué, pour qu'on puisse avoir un champ tournant, donc il faut alimenter les deux enroulements, enfin les deux bobines, les deux phases, avec un système de courant diphasé, c'est-à-dire des courants sinusoïdaux décalés ou déphasés dans le temps, du même angle, du même déphasage que le déphasage spatial, c'est-à-dire 90 degrés. Et là, dans ce cas, on voit ici que on a un champ tournant. Donc voilà, donc chaque phase produit un champ pulsant. Voilà, donc là la première phase produit un champ pulsant et la deuxième phase produit un champ pulsant dont une composante annule l'autre composante du champ pulsant, ce qui fait que vous avez un champ tournant. Donc voilà l'idéal. Donc on s'inspire donc de ce schéma-là, donc de ce cas idéal où vous avez un enroulement diphasé alimenté par un système de courant diphasé. Donc on avait expliqué aussi la dernière fois que le couple du moteur asynchrone monophasé, donc on a expliqué que du fait que vous avez un champ pulsant dans le moteur asynchrone monophasé, donc le fait que vous avez donc un champ pulsant est constitué de deux champs tournants qui tournent en sens inverse. Donc vous avez ça, le couple d'un moteur asynchrone là en bleu qui correspond au champ tournant dans le sens direct, donc qui produit le couple ici, et vous avez le deuxième champ tournant qui produit un couple, voilà, comme ça, avec un glissement qui est égal à 2 moins G. Donc, au lieu que ce soit G, c'est 2 moins G. Donc, c'est pour ça qu'il est compris entre 1 et 2. Donc, vous avez donc la somme des couples à l'origine, vous avez la somme des couples à l'origine qui est égale à 0. Mais une fois que la machine démarre, le moteur démarre, donc vous avez un couplement nul selon le sens direct. Donc, l'idée, je vais l'expliquer la dernière fois, l'idée, donc, c'est de faire en sorte, favoriser, donc, au démarrage, donc, faire tourner le rotor, donc, par un artifice externe, faire tourner le rotor, donc, l'accrocher sur le champ tournant direct, de telle manière qu'il puisse tourner, puis une fois qu'il tourne, dans le bon sens, donc, le couple, donc, il va être accroché au champ direct. Alors, je vais expliquer la dernière fois aussi, donc là je reprends. Donc l'idée c'est de quoi? Donc dans la pratique, au lieu d'avoir un système parfaitement diphasé, donc on va alimenter le système en monophasé, donc par une tension monophasée. Vous avez l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire. L'enroulement auxiliaire, donc il est en série avec une impédance quelconque, et on va voir selon les cas. Donc le but de cette impédance, c'est de régler le déphasage. D'accord? C'est d'avoir, la FMM créée par, donc on voit que la FMM créée par l'enroulement principal
donc elle a cette forme-là. Donc elle est constituée de deux champs tournants qui tournent en sens inverse. Donc on le voit ici. Donc FM1 et FM2. Et la phase auxiliaire, donc elle est bien sûr alimentée avec un courant IA qui est déphasé par rapport au courant IM d'un angle supérieur à 90 degrés. Donc moins pi sur 2, moins alpha. D'accord? Donc le alpha, il est réglé avec l'impédance Z. Donc l'idéal, alors l'idéal c'est d'avoir bien sûr alpha égale 0, mais on voit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir alpha égale 0, il suffit d'avoir un alpha quelconque de telle manière qu'on puisse avoir un déphasage qui permet donc d'éliminer, de favoriser un champ tournant par rapport à l'autre. Donc on le voit ici, donc vous avez FM, donc ça c'est, j'avais expliqué la dernière fois, ça c'est FM1, et ça c'est la force magnétomotrice FM2, et là vous avez FA1, donc ça c'est la composante FA1, et ça c'est FA2. Donc voilà FM1, FM2 et FA1 qui est là, FA1. Alors FA1 c'est θ plus oméga t moins pi sur 2 moins alpha. Donc on le trouve comme ça, donc θ plus oméga t moins pi sur 2 et moins alpha. Donc il est là. Vous voyez, donc si alpha, donc voilà, donc vous voyez, donc alpha il est dans cette direction-là. Voilà, donc l'idéal c'est d'avoir alpha parfaitement égal à pi sur 2. Si alpha égale pi sur 2, on aura ici, ça c'est égal à pi, donc FM1, FA1 et FM1 sont en opposition de phase, donc ici vous avez les mêmes nombres de spires, donc ça va annuler ça. Donc ça c'est dans le cas idéal. Dans le cas pratique, on n'est pas obligé d'avoir un enroulement auxiliaire qui a le même nombre de spires que l'enroulement principal, ni déphasé de pi sur 2. Donc, voilà. Donc, il suffit qu'il y ait un déphasage alpha inférieur à pi sur 2, avec un nombre de spires, bien sûr, différent. Et on voit bien que la résultante, c'est-à-dire FT1, qui est égale à FM1 plus FA1, donc elle est là. Voilà, donc c'est ça. Donc la flèche en bleu, donc FM1 plus FT1, donc plus FA1, donc le champ tournant résultant, il est ici. Donc on voit qu'il est diminué en amplitude, donc on voit bien qu'il est diminué, et bien sûr il tourne dans ce sens-là, puisque FM1 tourne dans ce sens et FA1 tourne dans ce sens. Donc FT1 tourne dans le sens direct. Dans le sens inverse. Donc, FA2, alors maintenant, FT, ça c'est FT. FT2, donc la FM totale 2, c'est-à-dire c'est la somme de FM2 plus FA2, donc FM2 plus FA2, c'est-à-dire ça plus ça. Donc FA2, donc voilà FM2, et voilà FA2. Donc FA2, qu'est-ce qu'on a dit? C'est cosinus. Donc θ, donc θ égale 0 là, moins oméga t, moins pi sur 2, plus alpha. Donc plus alpha, donc c'est ça. Plus alpha, on est là. On est là. Voilà. Donc on a FA2. Et FA2 plus FM2, FA2 plus FM2, ça nous donne FT2. D'accord? Et qui lui, donc, il tourne dans ce sens-là. Donc, on voit que FT2, le champ tournant FT2, donc, est beaucoup plus grand que FT1. Donc, ça veut dire que là, on a favorisé, on a créé, donc, on a favorisé le champ selon cette direction par rapport à cette direction. Donc, le moteur va tourner donc, au démarrage. Donc, vous allez avoir un couple de démarrage. Voilà l'idée. Donc, la dernière fois, donc, on avait vu, donc ça, c'est juste pour démontrer
Voilà. Donc, on a vu, finalement, donc, tout dépend de l'impédance Z. Donc, l'impédance Z, donc, il y a deux cas. Alors, soit Z, c'est une résistance, donc on peut utiliser une résistance, donc une résistance, et on joue sur la valeur de cette résistance pour régler le déphasage alpha. Donc, et alors comme c'est une phase auxiliaire avec une résistance supplémentaire, donc on n'est pas obligé de laisser cette phase auxiliaire tout le temps alimentée, on ne l'utilise qu'au démarrage. C'est-à-dire ça, c'est un artifice. Donc on est en train d'utiliser ça. Donc ça, c'est la résistance. Z, c'est résistance. Donc c'est justement, elle est utilisée uniquement comme artifice pour le démarrage du moteur. Pour le démarrage. Ça veut dire qu'en cours de fonctionnement, il n'est pas nécessaire de garder l'enroulement auxiliaire alimenté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va le déconnecter après démarrage pour réduire, bien sûr, les pertes par effet chaud. Donc, on appelle donc, quand on a donc une phase auxiliaire avec une impédance résistive, donc on dit qu'on a, dans ce cas, donc, un moteur à phase auxiliaire. On l'appelle moteur à phase auxiliaire. Alors, la déconnexion après démarrage se fait en rajoutant ici un interrupteur, donc un interrupteur centrifuge. C'est-à-dire que dès que le moteur tourne, donc par l'effet de la force centrifuge, donc il va actionner, donc il va ouvrir cet interrupteur. Donc dès que la vitesse descend en dessous d'un certain seuil, donc il y a un ressort de rappel qui va fermer donc, cet interrupteur de telle manière qu'au prochain démarrage, l'interrupteur est fermé. Dès que la vitesse augmente, donc cet interrupteur va s'ouvrir. Donc on l'appelle donc interrupteur. Généralement on l'appelle donc interrupteur centrifuge. C'est-à-dire il utilise donc la force centrifuge pour actionner l'interrupteur. Donc voilà, donc ça c'est le premier artifice de démarrage, on utilise résistance avec déconnexion après démarrage. Deuxième artifice, c'est utiliser un condensateur, c'est-à-dire Z, l'impédance Z ici c'est un condensateur. Donc on a deux cas, soit un condensateur pour le démarrage, donc on utilise le condensateur juste pour créer donc pour favoriser le champ tournant dans le sens direct, et la même façon, donc on va déconnecter par contact centrifuge. Et donc on appelle ça donc un moteur à condensateur de démarrage. Et on va voir par la suite pourquoi. Donc on peut garder un condensateur permanent, c'est-à-dire on va garder le circuit pendant le fonctionnement, on va garder le circuit alimenté, c'est-à-dire on dit qu'on a un moteur à condensateur permanent. Et on va voir pour améliorer le facteur de puissance. Alors, voilà donc le principe. Donc ça, c'est le moteur asynchrone monophasé à phase, donc là j'insiste, à phase auxiliaire. Voilà. Donc phase auxiliaire, ici je rajoute une résistance, donc je la mets dans la résistance auxiliaire. Donc Z c'était une résistance, donc on l'a rajouté ici. Donc vous voyez que l'enroulement auxiliaire est constitué d'une résistance et d'une self. Alors l'idéal, le but ici, donc c'est alimenté par VS, vous voyez VS. Donc VS, alors si vous voyez, donc vous avez cette impédance, ça c'est le courant. Donc ça c'est le courant dans la phase principale, et IA, c'est le courant dans la phase auxiliaire. Donc vous voyez que la phase principale et la phase auxiliaire sont en parallèle. Elles sont alimentées par la même tension VS. Donc selon l'impédance de la phase, alors le but ici c'est de créer un déphasage entre IS et IA. Normalement l'idéal c'est pi sur 2, donc le plus grand possible, le plus proche possible de pi sur 2, de manière à avoir le maximum de couple de démarrage. Donc comment on fait? Donc là vous voyez que VS, voilà, ça c'est le diagramme de Fresnel en sinusoïdal. Donc voilà la tension d'alimentation VS.
Donc, IA, donc, il est déphasé de VS par un angle phi A. Et le courant principal, IM, est déphasé par rapport à VS, est dépassé par rapport à VS d'un angle phi M. Voilà. D'un angle phi M. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est fait. Voilà. Voilà, d'un angle phi M. Donc, on va... Alors, bien sûr, phi A, qu'est-ce que c'est? Phi A, donc on a tangente phi A, donc tout ça c'est clair. Tangente phi A, c'est le rapport de la réactance XA sur RA. Donc ça c'est classique, c'est connu. Ça c'est tangente phi A, c'est-à-dire le déphasage entre la tension et le courant. Il est donc là c'est arc tangente XA sur RA. Et tangente phi M, ça vous donne le déphasage entre la tension VS et IS, c'est l'argument de l'impédance. Donc, l'argument de l'impédance, on sait que c'est tangente phi M, donc c'est XM sur RM. Donc, l'idéal, donc l'objectif ici, c'est d'avoir le déphasage entre le courant principal, IM, et le courant auxiliaire, doit être, voilà ce courant-là, cet angle, phi, normalement, doit être le plus proche possible de pi sur 2. D'accord? Donc, pour que ça soit vrai, donc il faudra que IA soit le plus proche de VS et IM soit, donc, doit avoir un déphasage important par rapport à, donc IM doit avoir donc un déphasage important et IA un déphasage par rapport à la tension quasiment nul. Qui fait qu'on doit avoir phi A très très inférieur à phi M, c'est-à-dire le rapport de la réactance sur la résistance XA sur A doit être très inférieur à M sur R, de telle manière à avoir ce déphasage entre IA et IM pratiquement proche de pi sur 2. Donc dans ce cas, alors bien sûr ici vous avez interrupteur centrifuge, donc au démarrage, vous avez un couple de démarrage qui peut être proche du couple nominal. Donc, couple de démarrage, on dit qu'on a un couple de démarrage relativement modéré. Il n'est pas loin du courant nominal. Alors, une fois que... Donc, ça, c'est le couple sans le condensateur. D'accord? Ça, c'est le couple sans le condensateur. Alors, une fois que vous avez mis le condensateur, donc vous avez un couple de démarrage relativement important. Donc, il est modéré. Donc, le moteur va démarrer. À partir d'un certain seuil, quand la vitesse atteint un certain seuil, donc bien sûr, par l'effet de la force centrifuge, cet interrupteur-là va s'ouvrir. D'accord? C'est un interrupteur qui utilise l'effet de la force centrifuge. Donc il va s'ouvrir. Donc en s'ouvrant, il va déconnecter la phase auxiliaire. Et là, donc, la caractéristique couple-vitesse va retomber brutalement après ouverture donc, de l'interrupteur à sa caractéristique première, c'est-à-dire où vous avez les deux, c'est-à-dire vous avez, puisque là on ouvre l'interrupteur, vous allez avoir la caractéristique qui correspond à un moteur monophasé avec un champ pulsant. Voilà, donc vous allez avoir un peu comme. Donc quand la vitesse en général, quand elle atteint à peu près 0,75 oméga S, c'est-à-dire 75% de la vitesse synchronise. Donc l'interrupteur centrifuge va s'ouvrir et donc le couple va donc être égal au couple qui correspond au moteur monophasé avec champ pulsant. Donc voilà l'idée de l'utilisation donc d'une phase auxiliaire. Alors maintenant, on voit que vous avez ici donc un couple de démarrage qui est relativement modéré. Donc pourquoi? Parce qu'on voit bien que ici
le déphasage n'est pas très, très important. Et vous voyez que l'inconvénient ici, que vous avez le courant absorbé par le moteur. Donc, voilà, vous voyez que le déphasage ici, phi S, avec le facteur de puissance, qui est égal au cosinus phi S, donc il est relativement faible, puisque phi S est grand. Donc, on a un mauvais facteur de puissance. On le voit ici, puisque IS, il est déphasé par rapport à S d'un angle donc relativement important, donc on a un mauvais facteur de puissance. Donc l'idéal, c'est d'avoir, donc de mettre un condensateur. Donc si je mets un condensateur, donc le condensateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je peux régler le condensateur de telle manière qu'au démarrage, donc je peux régler la valeur du condensateur de telle manière qu'au démarrage, le courant puisse être en avance par rapport à la tension. C'est-à-dire que phi A, il est en avance par rapport à la tension. Et bien sûr, telle manière que, et je vais, donc si celui-là, donc il est réglé en avance, et celui-là, donc le courant principal, donc il est dans une charge Fm x m, lui, donc il a un déphasage relativement important. Donc voilà, donc ça c'est phi m. Donc on voit bien que l'écart entre IA et IM, je peux le régler de telle manière à ce qu'il soit égal à pi sur 2. De telle manière à avoir pour le démarrage le maximum du couple possible. C'est-à-dire, on peut avoir quasiment jusqu'à un peu plus de 3 fois le courant nominal. Donc on a un couple de démarrage relativement élevé. Parce que là, au démarrage, donc j'insiste, au démarrage, on a le courant IA et le courant IM sont déphasés de pi sur 2. Ce qui fait que là, dans la machine, donc on remplit la condition du théorème de Ferrari, ce qui permet de créer un champ tournant. Donc on a un maximum de couple. Et en plus, regardez ici, ce qu'on voit, c'est que le flux, le déphasage phi S, c'est-à-dire le facteur de puissance, il est relativement faible. C'est-à-dire que là, par rapport au cas précédent, où on avait phi S relativement important. Donc là, voilà l'intérêt d'utiliser un condensateur de démarrage. Alors bien sûr, la valeur du condensateur qui permet d'avoir ce déphasage de pi sur 2, donc elle est valable uniquement au démarrage. Donc une fois que la vitesse augmente, le déphasage ne va pas rester toujours égal à pi sur 2. Donc ça, c'est parce que le déphasage dépend de la vitesse de rotation. Voilà. Donc là, on voit que le condensateur, sa valeur, elle est réglée pour le démarrage. Et donc, on obtient donc une courbe comme ça. Donc là, ça, c'est bien sûr un interrupteur centrifuge. Donc, au départ, donc avec le condensateur, on a cette configuration. Donc, ça nous permet d'avoir un couple de démarrage pratiquement supérieur à 3 fois le couple nominal. Donc, une fois que la machine atteint à peu près 75% donc de 75% de la vitesse de synchronisme, donc l'interrupteur centrifuge s'ouvre et la machine reprend donc la caractéristique de couple d'une machine à un champ pulsant. Voilà. Donc voilà le principe. Alors deuxième idée, c'est on a constaté que voilà, donc on peut améliorer le facteur de puissance du moteur en rajoutant un condensateur permanent, d'accord, toujours branché. Donc ça veut dire que vous allez avoir un condensateur qui est toujours branché, d'accord. Et bien sûr, on va voir. Alors puisque le réglage du condensateur donc on a un condensateur de démarrage. Et en parallèle, un condensateur permanent. Donc, on va rajouter un condensateur permanent qui est de faible amplitude, donc de faible valeur, pratiquement 1/10, 10 à 15 fois plus petit que le condensateur de démarrage. Alors, il faut savoir que le condensateur de démarrage, donc généralement, c'est des valeurs qui peuvent aller jusqu'à entre quelques unités et 10 microfarads, d'accord? Donc,
ce sont des condensateurs électrolytiques et qui peuvent donc être condensateurs électrolytiques qu'on utilise pendant une courte période. Donc, des condensateurs électrolytiques qui peuvent atteindre de grandes valeurs et qui sont utilisés pour des périodes transitoires. C'est juste ce qu'il faut pour le démarrage. Le condensateur permanent, donc lui, il va rester toujours branché en permanence pendant le fonctionnement du moteur. Et ce condensateur, donc ça, c'est pour le démarrage. Et ce condensateur-là, c'est pour améliorer. Donc celui-là, c'est pour améliorer. Donc il sert à améliorer le facteur de puissance, améliorer le cosinus phi du moteur. Donc celui-là, c'est un condensateur, donc un condensateur de faible valeur, relativement au condensateur de faible valeur par rapport au condensateur CD. Donc il a pour rôle d'améliorer le facteur de puissance. Donc voilà, donc là, c'est pour réduire le déphasage phi-S entre VS et IS. Donc c'est ça qui permet de réduire le déphasage, donc en permanence. Alors bien sûr, le calcul du condensateur de démarrage, il est valable à la vitesse nulle. Et le condensateur permanent, donc il est valable pour des vitesses proches de la vitesse du synchronisme. Donc vous voyez, donc le calcul est différent. Donc c'est pour ça qu'on a deux condensateurs. On ne peut pas avoir un condensateur. On peut utiliser un condensateur qui joue le rôle de condensateur de démarrage en mettant un déphasage de pi sur 2 et en même temps en améliorant le facteur de puissance, donc en cours de fonctionnement. Donc ce n'est pas possible parce que les deux valeurs ne sont pas compatibles tout le temps. Donc on préfère utiliser deux condensateurs séparés, mis en parallèle. Donc celui-là va fonctionner uniquement une fois que le moteur a démarré de façon permanente, et celui-là, il n'est utilisé que pendant un court instant correspondant au démarrage. Donc on appelle ce moteur, donc moteur avec condensateur de démarrage, ou là, double condensateur, moteur à double condensateur, c'est-à-dire avec condensateur de démarrage et condensateur permanent. Alors, maintenant, on va voir un autre type de moteur monophasé, asynchrone monophasé, qui utilise le même principe, mais un principe tout à fait différent. C'est un moteur asynchrone monophasé. Donc, on appelle moteur asynchrone à bague de déphasage. Donc, il y a plusieurs noms. Donc, on l'appelle à bague de déphasage ou aspire de Fragé. Donc, il s'appelle moteur à bague de déphasage, aspire de Fragé. On l'appelle aussi moteur à pôle ombré. Alors, en anglais, c'est shaded pole. On va le voir après. Pourquoi on l'appelle comme ça, shaded pole, c'est-à-dire en français, pôle ombré. Donc, c'est-à-dire l'ombre, shaded pole. OK? Donc, voilà. Alors, il est constitué de quoi? Donc c'est des petits moteurs, ça c'est des petits moteurs, c'est-à-dire qui sont inférieurs à 100 watts, 100 à 120 watts, on va dire. Donc c'est utilisé dans les petites applications, dans les jouets, donc les moteurs de jouets, c'est utilisé pour les petites applications, pour les sèche-cheveux, petits sèche-cheveux, jouets, etc., petits appareils électrodomestiques, d'accord? Donc, voilà. Donc, le principe, alors, il est constitué ici donc ça, c'est le stator. Donc, c'est un circuit magnétique. Voilà. Donc, là, il est constitué d'un enroulement principal. Donc, on le voit ici. Donc, ça, c'est l'enroulement principal. Donc, on le voit. Donc, c'est une coupe en 2D, une coupe transversale pour avoir. Donc, ça, c'est le noyau, un noyau magnétique. Donc, tout ça, c'est le noyau
magnétique. D'accord? Donc, quand vous alimentez ici le courant la bobine ou l'enroulement principal, donc vous allez avoir un flux qui va circuler comme ça et qui va se refermer comme ça. Donc, le flux va circuler comme ça. Donc, voilà, le circuit magnétique, c'est la culasse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la culasse. Donc, ça, c'est le noyau magnétique. Donc, vous avez les pôles qui sont là. Donc, ça, c'est un pôle. Et ça, c'est un pôle. Donc, pôle. Et là, à l'intérieur, vous avez, à l'intérieur, bon, je vais effacer ça. Vous avez à l'intérieur, alors, alors, vous avez ici, donc ça, c'est le retour. Donc, c'est-à-dire sous forme d'une cage d'écureuil. Cage d'écureuil classique d'un moteur à 5 ans. Donc, voilà le schéma du moteur à bac de déphasage. Alors, le principe. Alors, vous avez ici donc une autre configuration. D'accord, c'est la même chose. Donc ici, pardon. Donc là, vous avez ici des spires. Pardon, j'ai oublié ça, c'est un détail, c'est le plus important. Donc ça, ici, dans chaque pôle nord, pôle sud, donc on a une bague. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une spire. Donc soit c'est un enroulement, une spire, ou bien une bague. C'est-à-dire une bague court-circuitée. Donc ça veut dire que quand vous avez un flux variable ici, donc ici, il va y avoir des courants induits dans les bagues. Donc vous avez une bague. Donc on dit bague de déphasage. On va expliquer pourquoi. Donc ça peut être des bagues ou bien un enroulement, une spire, quelques spires en court-circuit. Donc short circuit winding. Winding, c'est enroulement. Donc c'est un enroulement en court-circuit. D'accord? Voilà le rotor. Voilà l'enroulement principal. Donc yoke, c'est le noyau. Et donc ça, c'est l'enroulement principal. Donc, on l'appelle moteur à bague de déphasage. Donc, vous avez plusieurs appellations en français. Moteur à bague de déphasage. Aspire de Fragé. Ou, le plus connu dans la littérature anglo-saxonne, c'est shaded pole. C'est-à-dire, shade to shade, c'est faire de l'ombre. D'accord? Donc, shaded pole, donc c'est pôle ombré. Ou à bobine écran. Ouais, il y a plusieurs termes. Voilà. Donc, dans le milieu français, donc francophone, donc il est plus connu par moteur à spire de Fragé. Dans ma jeunesse, quand j'ai étudié donc le cours de machine spéciale, dans ma jeunesse, au cours d'ingénieur, c'était plus moteur à spire de Fragé. Puis après, plus tard, bon, on a rajouté des bagues de déphasage. Mais bon, les anglo-saxons, ils disent shaded pole. Alors, application à couple de démarrage faible, donc petit ventilateur électrique, appareil, fait puissance, les jouets, donc inférieur à 120, 150 watts. Alors, le principe. Moi, on ne va pas faire ce schéma, c'est compliqué. Alors, c'est très simple. Je ne veux pas vous rentrer dans les calculs, les détails. Donc là, regardez ici. Donc là, vous voyez la bobine. Donc la bobine principale. Donc une fois qu'elle est alimentée en alternatif, donc elle va créer un flux qui va faire ça. Pardon. Donc un flux qui va passer par voilà, donc un flux. Voilà, on le voit ici. Donc, on a pris cette partie-là. Donc, elle est là. Donc, vous voyez qu'en bleu, c'est le flux principal créé par la bobine principale. D'accord? Alors, en bleu. Maintenant, ce flux-là, il a temps variable. Il va induire dans la bague de déphasage des courants induits qui, eux, vont créer un flux. Alors, bien sûr, puisque vous alimentez le flux, il est comme ça. Le flux étant alternatif, sinusoïdal. Donc, dans une alternance en phase montante, donc vous allez avoir ici
donc dans la phase montante. Donc dans la phase montante. Donc le flux, la variation du flux, donc ça c'est le courant. La variation du flux, donc elle est positive. Donc ça va créer donc un courant induit qui va s'opposer à ce flux. Donc ça va créer un flux dans ce sens-là, à l'intérieur de la bague de déphasage. Ce qui fait que le flux ici va être plus réduit qu'ici. Donc il va y avoir un décalage de l'axe principal. D'accord? Et dans la phase descendante, c'est l'inverse. Donc vous allez avoir le flux qui va être renforcé ici. Et donc le flux va être décalé ici. Donc ce qui fait que finalement, cette spire qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle va décaler le flux, l'axe du flux principal selon cette direction, c'est-à-dire selon cette direction. Voilà. Donc ici, vous allez avoir moins de flux qu'ici. Ce qui fait qu'au démarrage, vous allez avoir donc, s'il n'y a pas la bague de déphasage, vous allez avoir autant de flux dans la partie supérieure que dans la partie inférieure. C'est-à-dire vous allez avoir ici, dans la partie supérieure, égale à la partie inférieure. Donc elles sont symétriques. Donc vous allez avoir finalement l'équivalence qu'on appelle un champ pulsant. D'accord? Donc il n'y a pas de champ tournant. Quand vous mettez une bague ici et pas ici, il n'y a pas. Donc vous allez avoir ici quand le flux est variable, le flux ici va être renforcé. Donc il va y avoir un courant induit dans la bague et vous allez avoir des courants induits, donc d'un flux induit qui va se renforcer ici. Et ici, donc vous allez avoir moins de flux, puisque tout le flux bleu va passer par là. Donc vous allez avoir une dissymétrie. Ce qui fait que là, vous allez avoir, on a favorisé le champ dans ce sens-là. Donc le moteur va tourner, parce qu'il voit un déséquilibre, il voit qu'ici, il y a plus de flux qu'ici. Et pareil, donc la même chose ici. Donc ici, vous allez avoir moins de flux, et ici, plus de flux. Donc ça, c'est symétrique. Voilà. Donc finalement, la bague de déphasage, c'est elle qui donne ce petit coup au démarrage pour favoriser le flux dans la direction d'un champ, tournant par rapport à un autre. Donc voilà le principe de la bague de déphasage. Voilà ici, je peux résumer. Donc ça veut dire qu'en général, vous avez ici le moteur, le rotor, donc vous avez la bobine principale et vous avez la bobine, la bague de déphasage qui est en court-circuit et qui est pratiquement crée un flux, un axe de flux qui est déphasé d'un angle. Voilà, on peut le voir ici. Voilà l'axe de la bague et voilà l'axe du flux. Donc on peut dire que ça correspond à gamma. C'est-à-dire vous avez un déphasage spatial. C'est ce qui est représenté ici. C'est-à-dire que là, vous avez un courant induit par le courant principal et vous avez un déphasage spatial gamma. Le courant induit par le courant principal, donc il va y avoir un courant induit qui va avoir un déphasage alpha, donc un déphasage alpha. J'ai mis alpha. Et le déphasage ici, spatial, il est égal à gamma. Et donc on voit que la FMM principale, c'est toujours NMIM cos θ cos oméga t. Donc vous avez deux champs tournants en opposition de phase. Et vous avez la spire de Fragé, Fs, donc elle est déphasée d'un angle gamma, et les courants déphasés d'un angle alpha. Donc vous allez avoir, voilà, donc regardez ici, donc vous allez avoir, alors si je prends par exemple alpha égale 70 degrés, gamma 60, donc on voit que FM1 et FM2 sont là. Alors Fs1, on dit que c'est égal à quoi? Voilà, Fs1 c'est θ moins gamma plus oméga t moins alpha. Donc c'est θ plus oméga t moins gamma moins alpha. Donc θ plus oméga t, d'accord, moins gamma,
D'accord, donc là, c'est ça. Moins gamma, moins alpha. Donc, là, je n'ai pas mis alpha. Voilà où est-ce que j'ai mis alpha. Alors, θ plus oméga t, moins gamma, moins alpha. Alors, gamma, c'est le déphasage entre voilà, les deux. Oui, c'est ça plus ça, c'est gamma. C'est les deux axes des. D'accord? Donc, on trouve Fs1 qui est là. Donc, θ plus oméga t. Donc, moins. Je n'ai pas représenté. C'est alpha 70, c'est 60, c'est 130. Donc, voilà. Donc, c'est alpha plus gamma. Donc, c'est 130. Donc, il est là, Fs1. Et la deuxième, c'est θ moins oméga t plus alpha moins gamma. Plus alpha moins gamma. Donc, plus 10. D'accord? Donc, θ moins oméga t plus 10. Voilà. Plus 10, 10, il est là. Voilà, plus 10. Donc, on aura Fs2 et Fs1. Et donc, on voit que Fs, c'est-à-dire Fs1 plus Fs2, est déphasé de gamma par rapport à Fm1 plus Fm2. Et on voit la composition Fm1 plus Fs1, ça vous donne donc Ft1 qui est là, en bleu, Ft1, et Fm1, Fm2, pardon, plus Fs2, ça vous donne Ft2. Donc, on voit bien que Ft2 a une amplitude beaucoup plus grande que Ft1. Donc, celui-là, il tourne comme ça, et celui-là, il tourne comme ça. Donc, le moteur va démarrer, puisqu'il est déséquilibré, c'est-à-dire que les deux champs tournants qui correspondent au champ pulsant sont en déséquilibre. Donc, le moteur va tourner dans ce sens-là. Et tout ça, c'est créé par ce qu'on appelle cette fameuse bague de déphasage. Donc, le fait qu'on a placé une bague sur une partie du pôle de la machine, du stator, donc cette bague étant le siège de courant induit, donc elle va induire un flux qui va renforcer le champ tournant dans un sens par rapport à l'autre, ce qui fait que ça va favoriser la rotation du moteur dans un sens. Voilà le principe du moteur à bague de déphasage. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est un coup d'œil. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a combien? Il y a 3 personnes, y compris moi. Est-ce qu'il y a des questions? Vous arrivez à suivre? Je sais que ce n'est pas évident en ligne comme ça. Oui, c'est bon, c'est sûr. Bon. Parce que moi, j'ai l'impression de parler au mur. D'accord. Il n'y a que 3 étudiants. Je peux garder copie de ça. Contributeur. Comment je peux garder une copie? Comment je peux garder une copie? Puis envoyer vers vos appareils. Qu'est-ce que j'envoie? Pardon, je prends 1 minute pour voir quelque chose. J'ai une description d'image. Imprimer. Qu'est-ce qu'il va imprimer? Voilà. Enregistrer au format PDF. Très bien. Enregistrer. Ça. USTHB. On va mettre ça.
Il est quoi aujourd'hui? 7 mars. Voilà. Alors, et on reprend. Bon, ça c'est MATLAB. Alors oui, voilà. Voilà, donc là, vous voyez l'idée. Alors maintenant, quand le moteur démarre, donc pour un autre angle, donc quand je fais évoluer le temps, oméga t, pour un autre instant, vous voyez donc le champ. Donc vous allez avoir un champ tournant ici qui va l'emporter par rapport à ce champ-là. Vous allez avoir un champ, hein, le moteur va être accroché à ce champ-là parce que son amplitude est plus grande que celui-là. D'accord? Donc vous allez avoir un champ. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle. Voilà. Alors maintenant on va voir moteur pas à pas. Alors moteur pas à pas. Alors vous avez qu'est-ce qu'un moteur à pas à pas? Moteur à pas, c'est un moteur qui va tourner, comme son nom l'indique, par des angles discrets, c'est-à-dire par petits pas. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Donc, c'est-à-dire c'est un fonctionnement discret. En discret, c'est-à-dire voilà. Donc, alors le principe, donc vous avez plusieurs types de moteurs pas à pas. Donc vous avez moteur pas à pas en réluctance variable. L'idée c'est, alors on va voir le schéma. Donc moteur pas à pas en réluctance variable. Donc ce schéma-là, donc il est constitué de au stator. Donc vous avez un stator ici. Donc ça c'est le stator. Et ça, c'est le rotor. Donc là, vous avez au stator, vous avez 4 bobines. D'accord? Donc vous avez bobine A, B, A, A', B, B'. Donc vous avez cette bobine. Regardez, ces 2 bobines sont en série. Voilà. Et ces 2, elles sont en série. Et donc vous avez ici 2 phases au stator. Donc on va raisonner avec 2 bobines au stator. Et le rotor, donc voilà, donc il est constitué, donc ça c'est un circuit magnétique. Alors, bien sûr, vous avez cette configuration. Quand vous pouvez avoir une configuration où vous avez 3 bobines, donc vous avez A, A' en série, B, B', C, C', et vous avez 4 dents, 4 dents au rotor. Donc là, vous avez ici donc 4 bobines, en fait, on va dire 2 bobines en série, 4 bobines, 2 en série 2 à 2, et vous avez donc 2 dents. Donc ici, vous avez 4 phases, donc A, B, C, pas 4 bobines, A, B, C, A', B', C', A, A', B, B', C, C' sont en série. Donc on va dire qu'on a un moteur, et vous avez au rotor 4 dents. Bon, j'explique après comment ça marche. Donc on appelle ça un moteur. Il y en a qui l'appellent comme ça, un moteur 6-4. Voilà. 6 phases et 4 dents. Donc le principe, voilà. Alors, fonctionnement à pas complet. Alors regarde, quand vous alimentez, alors vous pouvez alimenter les phases. La phase A, B, C. Et là, vous avez l'angle θ du déplacement du rotor. Donc, par rapport à cet axe. Donc, voilà l'axe. Donc, ça, c'est θ égale 0. Et là, θ, il y a la rotation. D'accord?
Alors, quand vous alimentez la phase A, c'est-à-dire vous mettez du courant dans la phase A, et bien sûr A', donc voilà, c'est en rouge. Donc ça, c'est le principe de la réluctance variable. Vous voyez que la réluctance, elle est variable tout autour de l'entrefer. Donc vous voyez que l'entrefer ici, la réluctance, elle est maximale, et là, la réluctance, elle est minimale, maximale, minimale. Donc on voit que la réluctance, elle est variable. Quand vous alimentez la phase A, donc le rotor va se placer là où vous avez le minimum de réluctance. Donc le rotor a tendance à se placer là où vous avez le minimum de réluctance. Alors, quand on dit minimum de réluctance, ça veut dire maximum de flux. Donc c'est équivalent à maximum de flux. Donc bien sûr, le flux va circuler comme ça et il va passer dans la culasse et ici. Donc vous allez avoir un flux maximal. Donc vous allez avoir, donc on a le rotor, il est à θ égale 0. Si je veux faire déplacer le rotor d'un angle de 30 degrés, c'est-à-dire je vais passer ici. 30 degrés, c'est-à-dire ça va passer ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais alimenter B'. Si j'alimente B', c'est-à-dire la phase B est en série, et je coupe A'. Donc là, regardez, donc vous allez avoir, donc le rotor va tourner dans ce sens-là. Voilà, donc je reprends. Est-ce que tout le monde voit? Voilà, donc B'. Donc j'ai fait un déplacement de 30 degrés, donc je peux le faire au moment où je veux, donc c'est un déplacement discret. Donc c'est pas un déplacement continu, mais qui est dit en discret. Donc vous allez avoir donc ici θ égale 0 au début, avec l'alimentation de la phase A et BC étant coupée. Et là, la même chose, vous alimentez la phase B, vous déplacez de 30 degrés. La même chose, je vais alimenter C, donc je reviens en arrière. Donc on alimente C, donc le rotor va passer comme ça. Donc cette dent va passer ici pour avoir le maximum de flux. Voilà, donc on a 60 degrés. Si je repasse maintenant à A', j'ai fait 90. Je vais faire 90. Voilà. Donc on fait donc un fonctionnement à pas complet. Donc on dit qu'on a un fonctionnement à pas complet, c'est-à-dire on fait un pas complet. C'est-à-dire de 30 degrés. 30. Donc on fait 90. Là, et le cycle recommence. Je peux faire un tour complet au rotor. Donc voilà le principe du moteur pas à pas. Donc ça, c'est utilisé, par exemple, dans les imprimantes, dans les applications, on a besoin d'un déplacement discret. Donc un positionnement qui se fait de manière discrète. Alors maintenant, je peux faire un fonctionnement à demi-pas. C'est-à-dire, je peux me déplacer de 15 degrés. Comment je fais pour me déplacer de 15 degrés? Alors ici, à 0, donc là, θ égale 0, donc A et A', donc le rotor est aligné sur A et A'. Si j'alimente A et B, alors A et B, normalement le rotor va se placer au milieu entre A et B, va se placer ici. C'est-à-dire l'axe du rotor va se placer ici au milieu, puisqu'il va être au milieu entre A et B. D'accord? Bon, A et B, qu'est-ce que je fais? Voilà. D'accord? Donc, pardon. Et voilà, donc il va se placer au milieu, entre les deux. Voilà, ici. D'accord? Vous voyez bien que vous allez avoir le flux qui va faire ça. Donc, il a une bonne partie qui est sur A et une bonne partie qui est sur B. Donc, il va se placer au milieu, entre A et B. Donc, là, on a un déplacement de 15 degrés, c'est-à-dire un demi-pas, puisque le pas complet, c'est 30 degrés. La même chose, si je veux encore rajouter 15 degrés, qu'est-ce que je fais? Je vais actionner B.
Si j'actionne B tout seul, donc cette dent, elle va venir ici. Voilà. Donc vous allez avoir B, B'. B, B', donc vous avez à rajouter 15 degrés. Pour faire encore 15 degrés, il faut alimenter B et C. Donc vous allez avoir ça qui va venir ici. Donc B va aller là et C va aller là. Donc B et C. D'accord? Et puis après, la même chose, pour faire 15 degrés, je vais alimenter C. Donc je vais alimenter C de telle manière à avoir donc cette dent qui va être alignée sur la phase C. Donc je vais faire donc un fonctionnement donc par 15 degrés. Donc 15, 15, 15, 15, donc je fais 60 degrés. Et je peux faire un tour complet. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fonctionnement à demi-pas avec le même moteur. Donc voilà, ça c'est le principe du moteur à réluctance variable. Ça c'est possible parce que la réluctance elle est variable. Le rotor a tendance à aller à se positionner de telle manière à ce que le flux créé par les phases ait la réluctance la plus faible possible, le minimum de réluctance. Donc c'est pour ça qu'il fait qu'on utilise ce phénomène-là pour créer donc un moteur pas à pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle moteur à réluctance à pas. Donc selon l'alimentation, pardon, donc je peux avoir un fonctionnement à pas complet. J'alimente les phases A, B, C selon cet ordre-là. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Voilà. Et ou bien à demi-pas. Fonctionnement à demi-pas. Donc ça, c'est moteur pas à pas à réluctance variable. Donc on voit ici fonctionnement à pas complet. Donc j'alimente la phase A avec un courant comme ça rectangulaire, ou une tension rectangulaire, j'ai un courant. Puis après je coupe, je fais B et je fais C. Donc à chaque fois que je mets ça, vous voyez qu'il suffit de mettre un signe. Donc vous voyez que si j'ai un signal logique, donc voilà, je peux contrôler le nombre de pas que je fais effectuer à mon moteur. Donc voilà la série. Et donc là, et ça c'est le fonctionnement à demi-pas. Donc là, à demi-pas, vous avez 1, 0, 0. Donc 1, 0, 0. Donc voilà, 1, 0, 0. C'est ça. Donc ça correspond à 0 degré. Puis 15 degrés, c'est ça. 15 degrés, donc c'est 1, 1, 0. Voilà, vous voyez 1, 1, 0. Et ici, donc, c'est 1, 0, 0. Là, la même chose, 30 degrés. Et là, donc c'est 0, 1, 0. Donc on le voit ici. Après 45 degrés, donc là on voit 0, 1, 1. Donc 0, 1, 1. Et ici, 60 degrés, c'est 0, 0, 1. Donc 0, 0, 1. Donc voilà la séquence de commandes pour pouvoir faire un fonctionnement à demi-pas. Donc ça, c'était brièvement le principe du moteur pas à pas à réluctance variable. Maintenant, on a un moteur pas à pas à aimant permanent. Donc là, on utilise le principe des aimants. Donc attraction par aimant. C'est-à-dire que le rotor est constitué ici de 4 aimants. Au lieu que ce soit... Donc vous voyez que la machine elle est à pôle lisse, c'est-à-dire que vous avez le même entrefer, mais vous avez des aimants au lieu d'avoir des dents en fer. Donc là, la même chose, donc on utilise le principe. Donc c'est le même principe. Donc là, on a les phases. Alors là, A, A', B, B', C, C', et D, D'. Donc là, vous avez donc un moteur pas à pas. Donc ici, on alimente A, A' et C, c'est quoi ça? C', pardon, C'. Donc vous allez avoir le nord qui va être calé sur ce pôle, le nord-sud et nord-sud.
Si je veux déplacer, donc je vais alimenter la paire BB', DT'. Donc je fais un demi-pas, donc je fais 30 degrés. Et ainsi de suite. Voilà, donc là, l'alimentation donc, se fait par 30 degrés. Par 45 degrés. Hein, donc là, parce qu'on se déplace à 45. Voilà. Donc voilà la séquence. Donc ici, vous mettez 1, 0, 1, 0, la plus 0, plus la même chose. Donc vous allez avoir, voilà, 45, 90, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est à pas complet. Hein. Donc là, 0, 45, 90. Donc vous alimentez A et C, puis après B et D, etc. Puis maintenant, si je veux faire un demi-pas, donc on alimente AB, et puis après BD, et puis après, donc on appelle AC, puis après AB, puis après BD, etc. Donc on voit ici, donc ça correspond à θ égale 0, d'accord, et on a 1, 1, 0, 0, 0, plutôt c'est là, θ égale 0 degré, on a 1, 0, alors ici, alors, on va mettre, c'est négatif, on va mettre moins 1, et ici 0. Alors, 1, 1, 0, 0, moins 1. Alors, mais D, dans le sens, on change le sens du courant, de telle manière à avoir, bien sûr, le pas désiré. Donc là, vous avez le pas qui est égal à 22,5, c'est-à-dire le demi-pas. Hein? Seulement un demi-pas. Voilà. Donc là, on va terminer la partie donc donc j'ai donné un truc très bref. Donc la partie qui correspond au moteur pas à pas. Donc la prochaine fois, on va développer un peu plus l'alimentation des moteurs pas à pas, comment on les alimente pour avoir ces séquences au niveau des phases. Donc, comment on alimente les phases. Donc, c'est des circuits électroniques de puissance. Donc, on va les schémas d'alimentation du moteur pas à pas. Donc, je crois qu'on arrête jusque-là. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a bien compris? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, à la prochaine séance, la prochaine semaine. Bon courage.